aller beaucoup plus rapidement dans des solutions, des situations très très simples, hein, qui peuvent se résoudre en un quart de main. Voilà. Je voulais intervenir sur cet aspect-là. Dominique Bollinger, professeur en génie de l'environnement à l'HEIG, ex-CESA, il faut comprendre. Par rapport à ces dépôts temporaires, ça rejoint la remarque de Marc Andlauer. En fait, ce qui la régit, c'est l'OTD, donc une législation fédérale. Le gros souci qu'on a, c'est que sur Fribourg, on pourrait faire comme vous, pour les dépôts temporaires. Il y a aussi cette disposition de 6 mois. Et je crois que ce qui a été mentionné, même si on est passé rapidement dessus, le gros problème des décharges, contrairement aux carrières et gravières, c'est qu'il n'y a pas de loi sur les décharges. Je crois que si on veut parler d'une modification de la législation, il faudrait réguler les décharges, non pas par l'OTD qui parle d'installation, et on parle d'installation de traitement des déchets, c'est-à-dire usines d'incinération, compostières, etc., qui sont des choses qui se situent à un endroit, et on traite les décharges par défaut sur cet aspect d'installation. Et une décharge, ça se remplit, et quand ça se remplit, il faut prévoir la suivante, et on n'a pas la possibilité, ni au niveau de l'OTD, ni au niveau de la loi sur l'aménagement du territoire, de réserver plusieurs sites pour les actionner les uns après les autres. Vous avez vu que vous avez des régions, je le sais bien puisque j'ai travaillé dessus, et que c'est dans ces régions-là qu'on peut choisir un seul site à un moment donné, ce qui est en fait une aberration par rapport à la logique des décharges. Oui, tout à fait. On avait essayé de faire ça notamment pour les usines d'incinération dans le canton de Vaud, parce qu'on était dans une crise assez grave au détour des années 2000. C'était de poser la question si on pouvait, entre guillemets, parachuter plusieurs plans d'affectation cantonaux qui permettaient après d'enchaîner, entre guillemets, une planification, ce qui serait particulièrement utile dans le cas des décharges. Et bien là, le droit est très clair, il nous faut choisir le meilleur site dans une région donnée, et vous n'avez pas le droit d'en bloquer, entre guillemets, à l'avance plusieurs. Donc c'est toujours une course après le temps, en fait. Bernard Blanc, en tant que représentant de la faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne, il m'intéresserait de savoir quels sont les instituts, les laboratoires qui sont aptes à décider de la pollution ou de la non-pollution de terre, et quels sont les types d'analyses qui sont employées. Est-ce que ce sont seulement des analyses chimiques, ou de chimie organique ou chimie minérale? Est-ce que ça fait intervenir des analyses biologiques? Et évidemment, vu du côté, disons, de l'optique de la protection du consommateur, dans le plan très, très large, eh bien, ce qui est le plus préoccupant maintenant, c'est évidemment de voir combien difficile est le développement de l'agriculture biologique dans notre région. Quoique, par rapport à la France que je connais aussi, eh bien, ce soit déjà nettement beaucoup mieux. Mais là, il ne s'agit pas d'une pollution donnée à un moment donné et terminée, mais il s'agit avec l'agriculture eh bien, de pollutions successives année après année, et qui sont admises pratiquement uniquement de façon à ce que le rendement soit supérieur. Mais la qualité du produit lui-même, n'importe quel légume, n'importe quel fruit, etc., produit dans l'agriculture ou le maraîchage conventionnel, c'est-à-dire chimique, eh bien, peut avoir des résidus qui sont préjudiciables sur le plan de la santé, puisque ces substances-là deviennent notre propre substance, ils s'incorporent à notre organisme et peuvent y provoquer des lésions très, très durables. Merci. Voilà, je crois qu'il y a plusieurs spécialistes dans la salle qui vont pouvoir répondre. Je ne peux pas répondre à cette question sur l'agriculture biologique quand on est dans le domaine des terres polluées, mais j'aurais voulu peut-être poser une autre question. Il y a peut-être quelques questions qui ont été posées par rapport aux types d'analyses qui étaient effectuées. Non, alors il existe de nombreux laboratoires effectivement indépendants. Les tests qui sont à effectuer sur les déchets sont décrits dans les ordonnances fédérales qui sont extraordinairement précises. On sait qu'il y a un test de contenu total, il y a des contenus dans les jus de lixiviation par une exposition à l'eau distillée, au l'eau chargée au gaz carbonique pendant 24 et 48 heures. Enfin, tous les protocoles sont décrits. Ils s'attachent principalement à décrire les contenus en métaux lourds, les contenus aussi en polluants organiques.
organochlorés ou autres hydrocarbures, par exemple. On n'a pas, à proprement parler, de tests biologiques. En revanche, on peut les demander. Ça nous est arrivé à quelques reprises de faire des tests, effectivement, d'impact qui sont normés, d'ailleurs, au niveau de la biologie. Des tests d'impact sur la vie bactérienne, par exemple, ou la vie des algues. Ça existe. Mais il faut là que l'autorité le demande quand elle a effectivement un doute sur l'impact que peut avoir une substance qui n'est pas listée éventuellement dans ces différentes ordonnances. Oui, effectivement, c'est que souvent on peut avoir plusieurs molécules mais qui sont tellement en traces, tellement infimes qu'on n'arrive pas à les analyser. Par contre, on va voir effectivement le comportement sur des daphnies, sur des algues, et là voir s'il y a des retards de croissance, et là pouvoir dire effectivement il y a un impact, il faut qu'on recherche encore quelque chose au niveau de ce site, mais on n'arrive pas à repérer la molécule qui pose problème a priori. Mais effectivement les recherches se font très approfondies. Là aussi on a maintenant aussi un gros problème qu'on essaie de tracer maintenant dans toutes les décharges, c'est les PCB. Les PCB on en parle depuis qu'on a eu les questions de la décharge à la Pila, après le frigo. Et c'est vrai que c'est des analyses, c'est des traces tellement faibles qu'on ne peut pas les repérer dans l'eau comme ça. Par contre, on va les voir sur les poissons parce qu'ils vont s'accumuler dans les graisses des poissons. Donc maintenant, on est en train de mettre en place, les PFL est en train de mettre en place une méthode avec des traceurs où là on peut capter ces substances sur un film plastique qui est exposé pendant un mois. Et là, après, on peut refaire des calculs en essayant de cerner l'origine possible de ces PCB, mais qu'on ne peut pas analyser dans l'eau, sont trop faibles. Oui. Excusez-moi. Par contre, pour ce qui concerne tout ce qui est agriculture biologique, où là on sort de la problématique des sites pollués, à ce moment-là, c'est peut-être Claude Kundy qui s'occupe lui des sols et l'agriculteur qui peut répondre. Merci, mais je crois que ça fait sauter le sujet de la soirée. Je crois qu'il faut quand même se cantonner au sujet de ce soir, qui est la gestion des matériaux pollués. Et peut-être quand même, j'aurais aimé encore juste ajouter quelque chose sur les sols, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas parlé ce soir, c'est qu'il y a aussi en fait encore une législation sur la pollution des sols, mais qui est une pollution que je dirais plus faible, qui est quand même à examiner de manière attentive. Je prends deux exemples. Par exemple, si on fait des décapages le long d'une route à grande circulation, alors le sol va être légèrement pollué, disons pollué de manière spécifique au trafic routier, des métaux lourds, peut-être des polluants organiques, et là il y a donc aussi des dispositifs légaux pour la réutilisation de ces matériaux sur le site ou bien à d'autres sites, mais on ne peut pas les mélanger. Et là aussi il faut prévoir dans la planification du chantier, il faut prévoir le tri des matériaux. C'est la même chose par exemple si on construit dans une vigne, une ancienne vigne, et bien là on va s'attendre aussi à du cuivre, parce qu'on a beaucoup utilisé de cuivre durant de nombreuses années, et ça va aussi charger le sol en cuivre, et on ne pourra pas l'utiliser peut-être pour des jardins familiaux, bien des terrains de jeu pour enfants, etc. Donc il y aura aussi des choses à trier au niveau des sols. Je parlerai là d'une pollution diffuse ou bien due aux activités humaines, mais qui ne sont pas des sites pollués dans le sens dont on a parlé avant, qui sont des installations ou des anciennes fabriques ou garages. Oui, d'ailleurs la législation suisse est assez sévère pour répondre à votre préoccupation. Elle interdit notamment la dilution de ces sols qui peuvent être contaminés ou de ces terres contaminées qu'on extrait des chantiers dans une masse de sol sain pour en abaisser les teneurs. Donc ça évite une dispersion, on vise un confinement et une identification précise des sites où sont déposés ces produits dangereux pour pouvoir après suivre leur évolution au cours du temps. Oui, Félix Schmitt du bureau CSD. J'aurais voulu insister sur un point, puisqu'on parle du thème de la ville et de l'urbanité. C'est la question du risque que vous avez mentionné. On a vu des montants très importants. On parle de millions comme ordre de grandeur de dégâts dus au fait qu'on trouve des terres polluées, qu'on n'a pas forcément besoin d'assainir, puisqu'on a vu que la plupart des terrains sont